Bonsoir, vous le savez, je vous propose le samedi soir de me confier les questions au cœur de votre intimité et de votre vie sentimentale avec toute liberté pour accueillir également, comme les autres soirs, des témoignages de toute nature. Mais je voudrais exceptionnellement ce soir attirer votre attention sur le sida, qui malheureusement et pour beaucoup d'entre nous est devenu banal, et en particulier pour les plus jeunes qui ne s'en soucient plus assez. Il y a moins de conscience des risques qu'il y a quelques années, et certains vont même jusqu'à penser que le sida, c'est fini. D'où l'importance d'en parler. Alors, quelques chiffres pour rappel. En France, sur 150 000 personnes vivant avec le VIH, 30 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. 11% des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les jeunes de 15 à 24 ans. Chaque jour dans le monde, 1700 jeunes sont contaminés par le virus du sida et 30% des jeunes ont une vision erronée de la maladie. On ne guérit toujours pas du sida. Seule la recherche permettra de vaincre la maladie. Il est essentiel de rappeler aux jeunes et moins jeunes que les rapports doivent être protégés, car à ce jour, aucun traitement ne guérit du sida. Précarité, isolement, rejet, oui, on vit aujourd'hui avec le VIH, mais à quel prix ? Aujourd'hui encore, une personne qui révèle sa séropositivité prend le risque d'être rejetée dans son environnement professionnel comme personnel. Alors pendant 3 jours, le SIDAction s'affiche dans les médias pour que l'élan de solidarité aille au-delà de vos écrans. Europe 1 est partenaire du SIDAction, comme vous le savez pour certains, et vous pouvez agir en faisant un don au 110 ou sur sidaction.org. Et ce soir, je vous invite à témoigner à ce sujet si vous avez des proches ou si vous-même vous êtes concerné par le VIH, car dans la libre antenne, nous luttons aussi contre l'isolement et libérons la parole sur tous les sujets, même les plus délicats. Corentin attend vos appels au 39 21 et c'est Valentine Gelin qui réalise cette émission. Vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. On accueille Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Bienvenue. Je vous remercie de m'accueillir. Je vous appelle pour des interrogations que j'ai concernant une histoire. Alors, comment la caractériser ? Est-ce que c'est une histoire d'amour ? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, un peu particulière. J'ai une trentaine d'années. Je vis seule avec ma petite fille. Il y a 4 ans, dans le cadre professionnel, j'ai rencontré un homme alors que j'étais encore en couple avec le papa de ma petite fille et que j'ai trouvé extrêmement séduisant. Mais comme ça arrive pas mal de fois dans la vie. Oui, ce sont des choses qui arrivent, d'être un homme séduisant. Oui. Je pense qu'il m'a trouvé également très séduisant, mais dans le cadre de cette rencontre, il était avec son épouse et donc moi j'étais pas avec mon conjoint n'était pas sur place, mais j'étais en couple. Donc, mis à part le fait que je pense qu'on s'est trouvé très séduisant, mais qu'on ne se l'est pas dit, il ne s'est rien passé d'autre. Et je suis quelqu'un de fidèle. Voilà, ça n'allait plus avec mon conjoint, donc 6 mois après, je l'ai quitté, mais ça n'avait rien à voir avec cette rencontre, parce qu'elle a duré une journée, etc. Et 1 an après, j'ai donc revu cet homme qui, lui, était toujours marié, était toujours, et toujours dans le cadre professionnel, on a eu une aventure d'une nuit. Et en fait, depuis 4 ans, nous avons une aventure d'une nuit annuelle. Ouais. Voilà. En revanche, donc j'ai quand même une vie à côté. Malgré tout, je fais quand même des rencontres et je ne suis pas là à l'attendre
telle Pénélope devant Ulysse. Cependant, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que depuis 2 ans, oui, parce que donc en 4 ans, nous nous sommes vus 4 fois, depuis 2 ans, il est très présent via des textos ou via des appels téléphoniques à peu près toutes les semaines. Et l'an dernier notamment, oui. Ouais. L'an dernier, notamment, il me disait qu'il venait et il est jamais venu. Tant et si bien qu'une fois, le soir, j'ai reçu un texto où il me disait qu'il avait crevé. Et enfin, sa roue avait crevé. C'est pour ça qu'il n'était pas venu. Et moi, ce jour-là, j'étais à la plage parce que j'avais oublié qu'il devait venir. Tellement, à la fin, si vous voulez, je ne prenais même plus ça au sérieux. Donc, je lui ai pas dit pour pas le vexer parce qu'un homme marié avec qui ça va évidemment plus trop sexuellement avec sa femme, il a tellement besoin d'être valorisé que je ne lui ai pas dit qu'en plus je l'avais oublié. Et quand je l'ai revu donc cette année, lors de notre rencontre annuelle, je lui ai dit d'arrêter en fin de compte de me dire qu'il viendrait me voir ou alors de venir vraiment parce que c'est ce que je disais à votre collaborateur, si vous voulez, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'il allume des lumières chez moi et puis qu'il repart de la pièce mais sans éteindre les autres. Oui. Voilà. Et il m'a dit, écoute, en fait, oui, ce sont des actes manqués sûrement, j'ai réellement envie de te voir, mais j'ai tellement peur de tomber amoureux. Et c'est quelqu'un qui a des enfants, qui est marié depuis longtemps. Avec sa femme, je pense que c'est un couple qui s'entend bien, mais je pense que c'est quelque chose qui ressemble plus à une petite entreprise avec des objectifs communs, mais peut-être plus beaucoup d'intimité. Oui. D'après ce que je comprends, oui, il est assez honnête. Il n'a pas d'autres aventures, ça j'en suis quasiment sûre, étant donné qu'il est très présent. Quand on doit se voir, il m'écrit 4 mois avant. Il commence tous les jours, il m'envoie un texto en me mettant le décompte des jours. Donc, si vous voulez, je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'étonne d'emblée, Elisabeth. C'est il dit qu'il a peur de tomber amoureux. Moi, j'ai l'impression qu'il l'est déjà. Oui, il vous envoie des textos et il vous appelle tout le temps. Enfin, il pense donc tout le temps à vous. Enfin, il est tout le temps en lien avec vous. Alors, de 2 choses l'une, soit il vous garde sous le coude, comme on dit, et il vous maintient en haleine, voilà, pour pas que vous vous échappiez. Et comme ça, de promesse en promesse, il sait qu'il vous tient. Mais en même temps, voilà, il aurait peut-être, si c'était juste un souci, vous voyez, pour lui d'avoir de temps en temps, parce que ça va pas avec sa femme, des aventures, il resterait pas comme ça accroché à vous ou attaché à vous. Donc, il dit qu'il a peur de tomber amoureux, mais moi, il me semble qu'il l'est. Ou il se comporte comme tel. Moi aussi, je pense qu'il l'est. Il vous parle d'amour d'ailleurs dans ses messages ? Alors, justement, c'est un petit peu l'objet de mon appel. Oui. Jeudi, il y a une dizaine de jours, je l'ai eu au téléphone et je lui dis, mais écoute, on ne se voit pas parce que tu as l'impression qu'en fin de compte, on fait l'amour une fois par an. C'est la seule fois où tu trompes véritablement charnellement ta femme. Tu as l'impression de ne pas la tromper, mais je lui dis, tu penses à moi, tu m'envoies des textos, on s'envoie des photos et puis on s'envoie des textos un peu olé olé, vous voyez quand même. Un peu hot, on va dire. Ouais. Voilà. J'ai dit, écoute, tu es dans l'adultère. Peut-être que tu, enfin, t'en as peut-être pas conscience. Il me dit, si. Il me dit, pour moi, j'ai une relation. On a une relation. Je lui dis, mais oui, mais j'ai aussi l'impression que ton équilibre, aussi précaire soit-il avec sa femme, j'ai l'impression que tu es dans le contrôle de quelque chose et que tu as peur de laisser aller quelque chose parce que ça remettrait en cause cet équilibre, aussi précaire soit-il. Oui, il a surtout le sentiment, en ne vous voyant et en ne faisant l'amour avec vous qu'une fois par an, de moins tromper, entre guillemets, sa femme. Vous voyez, il vous verrait plus souvent. C'est pas ce qu'il m'a dit, pourtant. Non ? Ah oui. C'est pourtant pas ce qu'il m'a dit. Il dit quoi ? Je le trouve, venant d'un homme qui trompe sa femme, c'est peut-être un peu bizarre de dire que je le trouve assez honnête, mais je le trouve malgré tout assez honnête. Non, il me dit qu'il a pleine conscience que c'est une relation adultérine, même si elle n'est pas consommée, parce qu'en effet, il m'a dit, je pense à toi, je fantasme, tu me manques, etc. Donc, il a été tout de suite assez honnête, mais il me dit, j'ai tellement peur de ce que ça pourrait déclencher, j'ai tellement peur qu'il se maintient de ne à pas distance. savoir le gérer. Voilà, donc il se maintient à distance du fait de vous voir plus souvent parce qu'il aurait en fait tout le temps envie de vous voir et il se retient de ça en fait.
Oui, à part que moi, quand j'ai pas de nouvelles de lui, je pense à lui, mais pas quotidiennement. C'est quelqu'un, parce qu'en fin de compte, je suis un petit peu dans le même état. Il a beaucoup besoin d'être rassuré, ça je le sens. D'ailleurs, il le dit. Mais c'est propre, je pense à ce qu'il vit avec son épouse, même s'ils s'entendent très bien intellectuellement, etc. Il y a toute une facette de sa vie qui est plus explorer, à mon sens, celle de la sexualité, oui, de la sensualité et de l'affectif, je pense. Et donc, il a besoin d'être rassuré, mais si vous voulez, moi, j'ai pas envie d'être un faire-valoir et je suis pas là pour ça. Et puis surtout, quand il rallume les lumières, c'est très frustrant parce que, en plus, ce qui est particulier, c'est que moi, je souhaite pas qu'il quitte sa femme. Je lui ai dit, je pense qu'il aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Pour le moment, moi, je sais que je pourrais assumer ça. Peut-être que dans quelques mois, pas du tout, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je le sais. Vous savez, je fais partie de cette génération. Il y a un petit peu de problème avec l'engagement. Moi, j'ai une trentaine d'années, j'ai un enfant, donc il y a quelque chose qui a été réalisé. Voilà, je sais qu'en tout cas, pour le moment, ça m'irait très bien. Ensuite, sur l'avenir, j'en sais rien. D'accord, donc aujourd'hui, en fait, cette situation vous va bien d'avoir un amant à distance que vous voyez une fois par an? Non, justement, c'est un petit peu trop à distance, si vous voulez. C'est-à-dire que je trouve que quand même, ça pourrait être un peu plus... Donc vous voudriez qu'il reste avec sa femme, mais vous le voir un peu plus souvent. C'est ça, vous? C'est ça. Votre envie. Vous voyez, je suis pas emmerdante. Oui, enfin, si vous voulez, en fait, vous lui demandez de s'engager un peu plus, tout en ayant le paradoxe que vous, l'engagement, c'est pas votre truc, donc vous lui demandez ce que vous ne savez pas faire, finalement, de s'engager plus. Bizarrement, parfois, j'ai l'impression, vous voyez, une fois, il voulait venir chez moi, encore une fois, mais je prends pas ça au sérieux. Et mon appartement était occupé par quelqu'un, et je lui ai dit, voilà, je peux pas te recevoir, il y a quelqu'un chez moi. Et il m'a dit, fais en sorte que cette personne parte. Et je lui ai dit, mais tu crois que c'est si facile? C'était pas un homme, c'était quelqu'un de ma famille, voilà. Et je lui ai dit, mais attends, mais moi, si je te disais, fais en sorte que ta femme parte, qu'est-ce que tu dirais? Et lui, il m'a répondu, tu peux. Et parfois, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il aurait presque envie, alors il le ferait pas, mais je ne sais pas si c'est une question d'ego, etc., que j'ai l'impression que ce serait plus facile pour lui à comprendre si je lui demandais de quitter sa femme. Oui, c'est parfois ce que je ressens. Oui, bien sûr, parce que il aurait le sentiment... là, il est dans l'incapacité de prendre ce genre de décision, mais si vous l'y poussiez, si vous le demandiez, il y trouverait le courage. C'est-à-dire la quitter sans savoir où il va avec vous, non, mais la quitter en étant sûr que vous soyez là à lui tenir la main, oui. Et c'est assez fréquent, ça. Voilà, qu'un homme quitte sa femme pour une autre. Donc, une autre avec laquelle il est déjà largement engagé. Donc, l'autre, elle compte énormément dans le processus. Alors, est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Mais j'ai pas le sentiment que ce soit ça, vous. Pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il est excessivement ambivalent avec vous. C'est que chacun attend de l'autre à peu près la même chose. Vous, qu'il soit un peu plus présent, mais lui aussi, d'une certaine manière, attend ça de vous. Vous attendez chacun, voyez, chacun la même chose de l'autre. Le fait est que moi, je ne pourrais pas lui demander de quitter sa femme parce que derrière, j'aurais l'impression de porter la responsabilité. Alors, non pas d'une famille, il y a des enfants, évidemment, non pas de la famille, etc. Je suis assez, ça peut paraître un peu égoïste, mais moi, c'est pas ma vie. Moi, j'ai eu aussi à gérer des séparations, etc. Mais dans le sens où, vu qu'on ne se connaît que très peu, en fin de compte, je n'aurais pas l'assurance de pouvoir le rendre heureux et qu'il me rende heureux. Alors, on n'a jamais l'assurance. Mais non, c'est ce que j'allais vous dire. En même temps, vous ne vivez rien. Vous n'avez pas le temps. Donc, c'est évident que lui, et on est vraiment dans une société aujourd'hui du risque zéro, qui abîme énormément les capacités d'engagement. Parce que comme on est dans le risque zéro, mais l'engagement, c'est prendre un risque, de fait. Et même sans engagement, c'est vrai que ce serait juste pour lui, si jamais il souhaite
être dans une autre vie sentimentale, à ce moment-là, de prendre une décision par rapport à son couple. Mais on est typiquement dans le cas de figure où tous les deux, d'ailleurs, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, comme on dit, le sourire de la crémière. C'est-à-dire que lui veut garder sa femme et son couple, mais voir plus souvent, voir plus souvent de sa maîtresse. Et vous ne souhaitez pas vous engager à avoir un homme à temps plein. Donc un homme marié, ça vous va très bien, pour autant que vous puissiez en profiter un peu plus. Voilà. Et pourtant, c'est pas ce qu'on vit. Vous voyez, non, mais c'est ce que vous voulez. Oui, mais c'est ce que veut chacun. Vous, finalement, la question que vous vous posez, enfin, si je comprends bien, c'est comment faire pour le voir plus. J'aimerais bien changer d'étape, en fait, dans cette relation. Pour le coup, quand vous parlez de risque zéro, moi j'en ai pris beaucoup des risques en amour. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours payé et c'est pas grave, mais ça fait aussi partie de l'adrénaline. Et je sais que si j'ai une relation avec un homme marié, c'est parce que c'est le classique, on y retrouve le secret, donc l'adrénaline, donc les rapports sexuels en plus une fois par an, plus fougueux, etc. Et je ne suis pas sûre, si vous voulez, que dans un quotidien, on retrouve ça. Et c'est compliqué. Enfin, voilà. Moi, oui, quand vous dites je ne suis pas sûre, c'est une croyance. Oui. Ça s'appelle une croyance. Bon, c'est la vôtre, vous voyez. Mais il y a des couples, qui ont plein de fougue dans du quotidien et dans des histoires longues. Et c'est vrai que René s'interroge en disant tiens, une fois par an, vous pensez tous les deux avoir une relation réelle. C'est vrai. Qu'est-ce qu'est une relation? Comment on peut dire qu'on est dans une relation de couple quand on se voit une fois par an? Qu'est-ce qu'un couple? C'est pas justement, en fin de compte, on fait l'amour une fois par an, mais je pense que le reste, c'est notre relation, elle tient à tous les échanges qu'on a au fil des mois. Sans rien partager de la vraie vie. Non. Juste en vous racontant chacun votre vie. Vous souhaitez, alors on sent que vous souhaitez le voir plus, mais qu'est-ce que vous allez décider là pour vous? Vous lui en avez parlé de le voir plus, donc il vous répond non, parce que j'ai peur de tomber amoureux. Vous pouvez lui dire qu'il l'est déjà. En fait, j'ai l'impression qu'il attend que moi, je me dévoile plus. Je le sens, je sens, il me pousse à ça. Pour pas prendre de risques. Vous êtes en miroir l'un de l'autre, Elisabeth. Chacun renvoie à l'autre ce qui lui fait peur. Vous avez les mêmes peurs, vous avez les mêmes envies manifestement. Vous êtes complètement en miroir. Donc ça n'avance pas parce que chacun attend de l'autre le pas qu'il souhaiterait faire. Donc vous êtes coincés là. C'est au premier, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, votre jeu là. Le premier de nous deux, vous savez quand on jouait à ça quand on était petit. Ouais, je vois bien, mais à côté de ça. Donc d'ailleurs, si vous voulez faire bouger les choses, Elisabeth, c'est donc vous qui allez... Puisque si votre désir, et c'est la question que vous posez ce soir, moi j'aimerais que ça change. Bon d'accord, vous aimez que ça change, alors qu'est-ce que vous allez changer pour que ça change? Parce que vous dites j'aimerais que ça change et j'attends qu'il change. Ah ça marche pas comme ça. Hein. On ne peut pas vouloir que les choses changent et attendre que l'autre change, parce que rien ne change. Donc si vous voulez que quelque chose change, à vous de changer quelque chose. Donc quoi ? Je sais pas. Moi, j'imagine un petit peu. Je pense que si j'ai été un petit peu plus honnête avec lui, parce que je suis un peu dissimulatrice, c'est-à-dire qu'il a sûrement pas conscience des sentiments que je nourris pour lui. Donc, lui dire, ça serait déjà pas mal. Et puis, qu'est-ce que je risque? Au pire, je risque un non et ça sera pas le premier de ma vie. Enfin, on s'en remet toujours. Enfin, là. Par exemple. Mais le fait est que c'est vrai que, au vu de sa situation familiale, moi je suis libre et pas lui, clairement. Plus, en tout cas, oui. Enfin, vous n'êtes pas libre dans vos sentiments puisque vous les exprimez pas. Et si vous libérez quelque chose à l'intérieur de vous, vous allez l'aider à se libérer lui. Chacun est le libérateur de l'autre dans cette histoire. Donc vous êtes libre. Oui. Tellement compliqué d'exprimer ses sentiments. En tout cas, pour moi, c'est pas simple. Et en plus de le faire par un support qui est soit le téléphone, soit les SMS, etc. Je trouve que ce sont des choses relativement intimes pour qu'elles puissent être dites dans les yeux. Alors il y a façon et façon de le dire, mais vous pouvez avoir la façon de lui dire puisque vous vous parlez au téléphone, donc c'est quand même la voix.
de lui dire, écoute, moi, la relation me va pas tout à fait parce que je m'attache ou j'ai plaisir à te voir ou j'aimerais te voir plus souvent et une fois par an, ben ça me va pas et on est là à s'échanger des messages, à se parler très souvent et j'aurais besoin parce que ça me fait plaisir et que je suis heureuse quand je te vois de te voir plus souvent. C'est déjà vous déclarer un peu que de lui dire ça. Mais ça, je lui ai dit la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. C'est là qu'il m'a dit, j'ai peur, machin, etc. Cependant, depuis que je lui ai dit, il est quand même beaucoup plus présent dans ses textos. Et c'est lui qui m'a remis ça sur le tapis il y a 10 jours. En me disant, alors que je demandais rien. Pour le coup, on n'avait pas prévu de se voir. C'est lui, je sentais qu'il avait besoin de parler et parler de ça. Oui. Et alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse et qu'est-ce que tu veux que je dise? Et il m'a dit, mais il n'y a rien à faire et il n'y a rien à dire. Mais... en tout cas, oui, il y a plusieurs fois où j'ai perçu. Il est bloqué dans son histoire. Il est très ambivalent avec vous parce qu'il vous demande, il sous-entend ou vous sentez que vous pourriez éventuellement faire quelque chose ou dire quelque chose qui changerait les choses. Et quand vous le faites, en fait, il vous dit non, c'est impossible. Donc ça vous pose à vous la question, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que la réponse, elle a été claire. Il vous dit non, c'est pas possible. Donc quand quelque chose n'est pas possible, qu'est-ce que vous allez décider? Il me dit pas non, c'est pas possible. Il m'a dit je vais venir, mais j'ai tellement peur de ce que ça pourrait déclencher. Pas tout à fait. Oui, il me dirait c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que je serais pas, si vous voulez, je suis pas. Et qu'est-ce que vous faites de sa peur, vous? Moi, il y a plein de choses que je comprends. Moi, je pense qu'il aurait plus à perdre qu'à y gagner. En même temps, je me mets à penser à sa place et c'est un peu idiot. Oui, c'est un peu idiot. Pourquoi il aurait plus à perdre qu'à y gagner? Parce qu'il a une vie de famille, il a une vie sociale. Si on regarde les choses de ce point de vue-là, oui, mais il pense tout le temps à vous, donc il n'est pas très dans son couple. Non, il ne l'est pas du tout. Je pense qu'il ne l'est pas du tout. Il n'est pas dans sa vie. Il n'est pas dans sa vie. Il m'a dit qu'il était perpétuellement en contrôle de tout et qu'en effet, il était perpétuellement en contrôle de tout et que ça ne pourrait pas durer. Il a l'impression d'être, comme je vous le disais au début, d'être en contrôle pour que cet équilibre précaire ne s'écroule pas. Oui, bien sûr, il est en contrôle de tout puisqu'il est mort de trouille. Donc évidemment, quelqu'un qui contrôle tout, il a tout le temps peur que quelque chose lui échappe. Donc sa seule façon de contrôler, c'est de moins vous voir. Mais en fait, il contrôle rien. Comment voulez-vous, Elisabeth, contrôler des sentiments? Vous y arrivez, vous, à contrôler vos sentiments? Non. Non. S'il y a bien une chose qu'on contrôle pas, c'est l'amour. Heureusement, d'ailleurs, ce serait trop triste. Parce qu'il n'y en aurait pas si on contrôlait. C'est pas une chose, c'est pas un objet. On est dans le domaine de l'affect et des sentiments. Donc là, vous avez quand même affaire à un homme avec lequel, pour vous, ça va être compliqué. Et que vous ayez peur, on peut le comprendre. Parce que ça fait peur, quelqu'un qui ne sait pas où il va et qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce que, vous voyez, c'est je veux et je veux pas à la fois. C'est ça. Eh oui, donc, et vous ne pouvez pas vouloir pour deux. C'est ce que vous dites très bien, d'ailleurs. Je ne peux pas vouloir pour deux. Donc, je crois qu'Elisabeth, peut-être que vous lui feriez du bien en le mettant face à ses incohérences et à ses hésitations. Et elle lui parlait de son besoin de contrôle permanent. Parce qu'en fait, il ne contrôle rien, son couple lui échappe, vous risquez de lui échapper. Vous pouvez lui montrer les risques d'ailleurs qu'il court. Et vous-même d'ailleurs, contrôlez pas grand-chose non plus, un peu plus, parce que voilà, vous dites, bon, moi j'ai pas d'engagement, mais soit vous décidez de vivre quelque chose pleinement, et là vous êtes dans la vie, mais là vous y êtes sans y être. C'est-à-dire que c'est totalement virtuel, c'est par échange. Vous ne vivez rien tout en vivant quelque chose. C'est à la fois très étrange, très frustrant, et puis ça enlève de la vie réelle, de sa substance. Mais tout ça, on l'a plus ou moins exprimé tous les deux, à part que je pense qu'au début, si vous voulez, rien que ce petit frisson qu'il avait d'échange, etc., ça lui suffisait parce que ça lui sortait tellement d'une forme de monotonie qu'il avait avec son couple, à part que je pense que ça lui est de moins en moins suffisant.
et que moi, contrairement à lui, j'ai quand même eu quelques histoires en ces 4 ans. Donc j'ai vécu, j'ai quand même vécu des choses. Donc la frustration, elle est différente, mais je sens que les choses, même si 4 ans, ça paraît très long, elles s'accélèrent sans s'accélérer. C'est-à-dire que lui, il est de plus en plus présent dans son absence, j'ai envie de vous dire. Oui, et vous ne pouvez rien vraiment vivre pendant ce temps-là. Parce que vous disiez, je ne suis pas comme Pénélope, mais bien sûr que si, vous l'êtes. Parce que même si vous avez vécu des histoires pendant ces 4 ans, il n'y a rien. Alors vous me dites, ça m'arrange parce que moi, l'engagement, c'est pas mon truc. D'accord ? Donc en fait, il vous est très utile, cet homme dans votre vie, parce qu'il vous permet de vivre des histoires sans jamais vous engager, parce qu'il est là quelque part dans votre vie. Donc il a un garde-fou, il a un rempart. Et de la même façon, et encore une fois, on retrouve la fonction du miroir entre vous, vous êtes un rempart pour lui, dans sa monotonie du couple, son couple dans lequel il met plus d'énergie, où il cherche plus à séduire sa femme, et où il laisse son couple en déshérence, puisqu'il est beaucoup avec vous dans son esprit. Donc vous voyez, vous êtes les deux faces d'une même pièce, dans le comportement. Chacun sert à l'autre un objectif très intime et très inconscient, où lui trouve tout à fait son compte en termes d'échappatoire, et vous aussi, d'une certaine manière, il joue le rôle de garde-fou, de cadrage de la vie d'une jeune femme comme vous qui ne souhaite pas s'engager, qui du coup ne peut rien vivre dans ce domaine, puisqu'elle a à la fois un amant très lointain qu'elle voit une fois par an, mais qui est bien présent pour l'empêcher de pouvoir s'engager par ailleurs. Comme ça crée de l'attente. Et donc, vous êtes effectivement une très jolie Pénélope, mais il n'est pas sûr qu'Ulysse revienne vous séduire, là, pour le coup. Oui, et pourtant, vous voyez, quand je l'ai vu la dernière fois, donc il y a quelques mois, je lui ai demandé d'arrêter. Et alors donc vous souhaitez arrêter? Non, j'en avais pas envie, mais étant donné, si vous voulez, que je savais que ça réveillait chez moi des frustrations, je préférais qu'il n'était pas capable d'aller au-delà. Alors vous souhaitez ou vous décidez d'arrêter? Ça veut dire quoi, souhaiter arrêter? Je lui ai dit, on ne s'écrit plus, tu ne m'écris plus. Donc vous avez décidé quelque chose. Et alors? Depuis? Ça a tenu un mois. Bon. Ça a tenu un mois et je ne sais plus lequel des deux est revenu, sous un prétexte fallacieux, parce qu'on travaille plus ou moins dans le même domaine professionnel. Donc lui, moi je ne l'appelle pas, lui il m'appelle, et toujours au départ avec un prétexte professionnel dont en fait il s'en fout. Enfin, voilà. Et voilà, et ça a repris, et je trouve que ça s'accélère. Enfin, oui, d'une certaine façon. Vous voyez, la première année, on ne s'est pas donné de nouvelles, je pense, la première fois. Ça s'accélère avec le temps, avec les 4 ans. Elisabeth, moi, je vais vous laisser réfléchir à ce qu'on s'est dit, parce que là, comme vous êtes liés tous les deux dans un même système, dans cet effet miroir, et que vous jouez chacun la même partition, en créant quelque chose de très imbriqué, il y a quand vous, en bougeant de posture, de décision et de façon de vivre la relation, que vous allez la changer. Pour l'instant, je vous sens pas prête, et j'ai l'impression qu'en fait, à la fois ça vous va et ça vous va pas, et d'ailleurs tout comme lui. Donc, essayez de penser comme ça cet effet miroir, et de voir en quoi, puisque chacun y a des forts bénéfices dans l'histoire. Oui, bien sûr, ça pose question et vous en posez, mais il n'y a rien qui est prêt de changer. Donc vous allez avancer avec ça et voir comment vous allez évoluer. Et comme dit René, vous venez de trouver la clé de votre énigme, parce que vous avez dit il est présent dans son absence, et ça vous va très bien pour l'instant. Et lui aussi, en fait. Donc ça nourrit chacun, l'un comme l'autre, cette crainte de l'engagement, ce niveau de prise de risque, et puis le fait de ne pas pouvoir mettre de l'énergie ailleurs. Et toute l'énergie que vous mettez entre vous, elle est pas pour vous. Elle est ni pour vous-même, et ni pour lui-même, ni dans son couple à lui, et ni dans votre vie de femme de construire quelque chose. Donc ça peut durer très longtemps comme ça. Donc vous allez voir comment vous allez démêler votre plot. Bonsoir Elisabeth, merci de nous avoir appelés. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel.
préférais l'orage, j'ai dit qu'il faisait beau. C'était comme une ombre au tableau, je voyais un naufrage derrière chaque bateau. C'était Alex Baupin sur Europe 1, Van Gogh. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Lisa Lina. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et bonsoir les auditeurs, auditrices. Oui, alors je vous remercie Lisa Lina parce que vous nous appelez justement à propos voilà de la soirée SIDAction. Hein. Vous êtes séropositive depuis 26 ans, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Oui. Et comment, justement, alors, vous vouliez parler de la prévention qui, pour vous, n'est pas suffisante? Il y a, oui, je voulais passer un petit coup de gueule par rapport à ça. Bien sûr. Et en même temps, donner un petit coup d'espoir aux personnes séropositives. Et voilà, quoi. Donc, je vais commencer par le petit coup de gueule. Oui, et vous nous raconterez après comment vous vivez hein, avec votre Exactement, séropositivité depuis 26 ans. Oui. Et tout ce par quoi je suis passée. Et, oui, voilà, c'est important, bien sûr. Ouais. Donc, le petit coup de gueule, c'est que je crois que le sida passe un petit peu à l'as. Que l'information est beaucoup moins médiatisée qu'il nous faudrait. Oui, on en parle de moins en moins. Oui. Parce que sous prétexte qu'il y a peut-être des trithérapies, des traitements qui pourraient permettre de guérir du sida. Or, attention, là je sais que les gosses sont en boîte, qu'ils écoutent peut-être pas l'émission, mais je le dis aux parents. Vous avez raison. Oui. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est très important de sensibiliser effectivement les jeunes parce que c'était un sujet très important hein, dans les années 80, 90, 2000. On en parlait énormément. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle la génération SIDA hein, qui est voilà il y a 25 ans quand vous j'imagine vous l'avez attrapé, mais aujourd'hui on en parle moins dans les familles et moins entre eux surtout. Hein. Disons que je crois qu'on a un petit peu donné moins d'importance à la chose, à ce virus. Je crois qu'il est passé un petit peu dans les mœurs, comme on parle du cancer. On fait des recherches, effectivement, cancer, sida, mais le sida est contagieux, le sida se passe par l'amour, le sida se passe par les picouzes, et qu'il faut faire attention, et que voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Et qu'il faut donner des éléments aux jeunes, plus qu'aux jeunes, aux personnes qui ont des relations sexuelles, faites gaffe. Ou aux seringues, faites attention, quoi, parce que on n'en guérit pas comme ça. Oui, mais on n'en guérit pas aujourd'hui. Hein, c'est ce que je disais dans mon introduction. Hein. Aujourd'hui, on pas écouté votre introduction. Oui, mais je rappelais quelques chiffres. Hein. Il y a 150 000 personnes hein, qui vivent avec le VIH en France, et il y en a 30 000 qui ignorent qu'elles sont séropositives. Et il y en a chaque jour dans le monde. Il y a 1700 jeunes qui sont contaminés par le virus du SIDA. Donc les chiffres sont énormes. Hein. C'est une des causes de mortalité chez les adolescents, hein, la deuxième hein, de mémoire. Ouais. Peut-être bien, mais il y a aussi des personnes qui savent très bien qu'ils sont séropositives et qui ne vont pas chercher ou qui n'ont pas les moyens de se faire contrôler, quoi, enfin, de se faire soigner. Bien sûr. Je parle notamment des personnes immigrées qui viennent en France se faire soigner. Ils ne peuvent pas avoir recours au traitement. Au traitement, oui. Donc, je vais peut-être un peu parler de moi. Oui, et vous, voilà, comment... Parce que, on parle beaucoup d'isolement, de rejet, de précarité. Hein. On sait qu'une personne qui... Je n'ai pas parlé d'isolement, ni de rejet. Je n'ai pas parlé de tout ça. J'ai parlé de non-information. Oui, mais je parlais de vous, de comment vous le vivez, parce que on sait en fait dans les études hein, que font tous les ans, que mène tous les ans le SIDAction, qu'une personne qui révèle sa séropositivité, prend le risque d'être rejetée dans son environnement professionnel comme personnel. Donc vous, qui vivez avec depuis 26, oui. Je voulais vous parler de ça. Oui, comment vous le vivez? Oui. Je vais peut-être commencer par le début. Oui.
Donc, je suis issue d'une famille de 11 enfants. Je suis le numéro 6. Et je vais avoir 50 ans en juin prochain. J'ai été contaminée sexuellement parlant. Je faisais un séjour vacances et j'étais monitrice et j'ai rencontré un gars. Voilà, on a fait l'amour sans protection. J'avais alors 22 ans. Et c'était un gars qui habitait pas très loin de chez moi, en fait. Et on s'est revus par la suite, après ce séjour de vacances. Et un mois après l'avoir rencontré, en faisant ma toilette, un matin, je me suis aperçue d'une tache qui était sur mon sein, sur un de mes seins. Oui. Bon, j'ai prêté un peu d'attention, j'avais une petite appréhension. Et le lendemain, j'ai vu l'autre sein qui avait la même tache. Et là, j'ai pris peur et j'ai appelé un médecin qui m'a dirigée vers le dermato et qui m'a reçue une semaine après. À l'époque, j'étais surveillante dans un lycée. Pas très loin de chez moi, j'étais à Toulouse étudiante. Et donc, elle m'avait donné rendez-vous pour la semaine suivante pour avoir les résultats des examens. Et avant d'aller faire mon boulot de pionne, je suis passée au cabinet. Et c'est là où elle m'a annoncé que j'étais HIV+, et qu'il fallait que je mette mes résultats au coffre-fort. Oui. Et j'avais 18 ans. Donc déjà, premier regard sur le sida, pas très bon, en mettant ça au coffre-fort, ça voulait dire le cacher. Oui, les cacher, oui. Oui. Et de là, elle a pris rendez-vous avec un ponte des hôpitaux. Oui. Et elle m'a fait avoir un rendez-vous assez rapidement. Je suis entrée dans un premier essai qui s'appelait l'essai Concorde. C'était là où on testait la ZT. Et voilà. Donc, j'ai commencé par ça. Suite à ça, j'ai revu le gars qui m'avait contaminé, enfin, que je supposais m'avoir contaminé. Et quand je lui ai présenté mes résultats, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je me fasse du souci, que lui, il avait fait ses examens et que ça s'était avéré négatif par la suite. Et donc là, il m'avait dit qu'il était ancien toxico. Et là, j'ai fait la relation, c'est lui qui m'avait contaminé, quoi. Donc, suite à ça, j'ai poursuivi cet essai Concorde pendant plus de 6 mois. Vous êtes toujours là, Caroline? Oui, bien sûr, Sophie. Oui, oui, bien sûr. Oui, interrompez-moi. Hein, oui. Non, mais c'est très intéressant. Vous êtes peur de monopoliser la conversation. Hein. Non, je vous en prie, c'est important que vous nous racontiez votre histoire, votre témoignage est important pour comprendre justement tout le cheminement. Et donc ces essais, à l'époque, vous étiez dans l'espoir, j'imagine, d'être traité. Alors de guérir, c'est très particulier parce vous étiez porteur sain en fait. Vous êtes porteuse sain, c'est ce qu'on appelle, non? Oui, mais sur le moment, Caroline, on pense à ça, on pense à s'observer. On se dit, à ce moment-là, moi, je me donnais 2 ans, 3 ans de vie. Ah oui. Et de plus, elles me disent qu'il fallait que je mette ça dans le coffre-fort, oui. Mais bon, je suis allée... Oui, c'était honteux en plus, hein, comme maladie. Oui, on le cachait. On le cachait, puis ça faisait partie des homos, ça faisait partie des drogués. Et c'était un peu tabou. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et donc, suite à ma visite au cabinet, ayant eu les résultats, je suis allée faire ma surveillance là, au lycée, mais j'étais dans un état... ah oui. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne réagissais même pas. Oui, c'est tellement assourdissant, enfin, vous devez être tellement prise surtout quand on s'y attend pas. Oui, quoi. bien sûr. Pas pris, pour moi, c'était lointain, quoi. C'était loin, ce sida. Et c'est une fois que ma sœur habitait pas loin, j'étais à un mois de différence avec elle, on était très proches, on nous prenait pour des jumelles.
Et après avoir fait mes 2 heures de surveillance, je suis allée la voir. On a beaucoup discuté. Je lui ai dit ce qui m'arrivait. Elle m'a beaucoup soutenue. Voilà, ça c'était sur le moment. Puis le temps a passé. J'allais faire régulièrement mes visites à l'hôpital, prendre les médicaments. Et jusqu'à ce que je rencontre un gars avec qui j'ai vécu 9 ans et à qui j'ai contaminé ce putain de sida. Ah oui, parce que mais vous saviez à l'époque que vous étiez porteuse quand vous l'avez rencontré? Je savais que j'étais porteuse, Oui. mais c'était en 88. Sophie. Oui. On n'avait pas tous les éléments. On ne savait pas de quelle façon on se contaminait. On savait qu'il y avait les préservatifs, mais quand je l'ai rencontré, on ne savait pas. Lui-même, je crois qu'il était vierge. Il avait 21 ans. Il sortait d'un milieu beaucoup plus aisé que le mien. Et il était fils unique. Et à l'époque, en 88, donc, dans les médias, on n'expliquait pas encore que c'était contagieux par voie sexuelle. On le voyait très loin. Ouais. On ne se sentait pas. On savait. Mais vous-même qui étiez porteuse, vous vous sentiez pas concernée sur ce plan-là? Mais bien sûr que si, Sophie. Bien sûr que si. Mais quand quand j'ai rencontré ce gars, avant même que moi j'avais 22 ans, il en avait 21. Ah oui, donc vous le saviez. Et vous me dites, vous avez je le savais depuis 6 mois. Oui. Je faisais mon essai Concorde. Mais vous disiez que vous l'aviez eu à 24 ans, oui. Enfin bon. À 22 ans. À 22 ans, pardon. À 22 ans, d'accord. À 22 ans. Et 22 ans, 6 mois, j'ai rencontré, on va l'appeler Loulou. D'accord. Et lui, il avait 21 ans. Et il m'a dit qu'il était vierge. Ouais. Et quand je lui ai dit, j'ai pas fait l'amour avec lui comme ça. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit. Et on a attendu 2 jours après qu'il aille acheter des préservatifs pour qu'on puisse le faire. Mais il y a eu le problème des préservatifs qui ont claqué. Ah oui. Et après, c'est toute une histoire et ça va être très très long à raconter. Oui, il était. Et aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Non. Non. Il est décédé. Il est décédé. Du sida. Du sida. Ouais. Comment vous vivez tout ça, Lisa, Lina, aujourd'hui? Je le vis. C'est comme si c'était accroché à moi. Oui. Les médicaments, les traitements que je suis depuis maintenant 26 ans, disons, ça me manquerait. À une période, j'avais 21 comprimés dans la journée. Aujourd'hui, j'en ai plus que 3. Ouais. J'ai passé d'une trithérapie à une pentathérapie. Et physiquement, ça pour votre vie professionnelle, pour votre vie sociale, ça a eu quel impact? Alors, au niveau professionnel, quand j'ai eu une première pneumonie 3 ans après, ça a fragilisé votre immunité, le système immunitaire, oui, bien sûr. Et j'avais beaucoup d'arrêts de travail. Oui. Donc, j'ai préféré en parler à ma chef et à ma directrice pour les prévenir que j'étais séropositive et que, je n'étais pas tir au flanc. Oui, vous avez bien fait. Et comment elles l'ont accueilli? Je travaille dans le milieu social. Oui. Et donc, ça a été pris comme ça, quoi. Il y a pas eu j'étais en CDI, donc ça allait, quoi. J'avais pas... C'était pour moi, pour me mettre un petit peu à l'abri de ce qu'on pouvait penser de mes fatigues, de mes... Oui, vous avez bien fait. Oui, vous avez bien fait. Ouais. Après, j'ai rencontré, donc, on va l'appeler Loulou, hein. C'est pas son nom, c'est un petit surnom. Donc, ça faisait 6 mois que j'étais séropositive. Je l'ai mis au courant de cette pathologie-là. Donc, je vous ai parlé du préservatif qui avait claqué,
que un mois après, quand je l'ai connu, il avait les mêmes symptômes que moi sur son corps. Ah oui, ces taches que vous décriviez. Des taches. Oui. Donc, on est allé... je faisais les allers-retours pour aller le voir. On est allé voir un neurologue pour lui. Et effectivement, il était séropositif. Donc, ça a été assez dur pour tous les deux. Même s'il était... Lui, je pense pas qu'il savait trop ce que c'était le sida, quoi. Je pense que pour lui, c'était loin. Même moi, si j'avais été baignée juste brutalement, quoi, là, dans ce milieu, je pense que pour lui, c'était beaucoup plus lointain, parce que je crois que j'étais la première personne avec qui il faisait l'amour. Oui. Donc, voilà. Et jusqu'à ce jour, je me sens coupable. Bien sûr, c'est ce que je pensais en vous écoutant. Ouais. Que vous portiez ça. Il y a une magnifique, en vous écoutant, Isalina, je pense à la magnifique chanson qu'avait écrite Barbara dans les années 80, Sida, amour à mort. Oui. Sida, amour à mort, où effectivement elle a mis en mots et comme un poème musical finalement à quel point c'est terrible de mourir d'amour, de maladie par l'amour. Parce que vous étiez amoureux avec ce jeune homme tous les deux. Énormément, mais c'est j'ai vu son agonie, j'ai vu... je l'ai vu partir. C'est moi qui lui ai refourgué ça. Et ça a été un premier moment à moi où j'ai plongé. Ces moments à lui où je l'ai vu partir, où il était devenu grabataire, où j'ai pu... surmonter tout ça, et que moi aussi, une fois qu'il était parti, je savais plus trop où tirer, et que bon, j'ai eu quand même la famille qui était au courant là. Oui, et vous êtes fait aider, Isalina, aussi sur le plan psychologique dans toute cette épreuve, et encore peut-être aujourd'hui, vous êtes aidée? Chez ma famille. Oui, votre famille. Toute ma famille est au courant de ma pathologie. Oui, qui vous a pas jugé et qui vous soutient. Je sais pas si dans un premier temps, il n'y a pas eu de jugement, je sais pas. Ouais. Parce que quand je l'ai annoncé, ça a été d'abord à ma sœur la plus proche. Après, ça a été... je vous ai dit qu'il y avait 11 enfants dans la famille. Donc, on est 6 sœurs et 4 frères. Et moi, je suis en plein milieu. Donc, il y avait certaines personnes qui auraient été trop touchées dans mes aînés. Et d'autres personnes à qui je pouvais me confier. Et après, en fait, j'ai eu 2 générations, quoi. Il y a eu une génération, c'était les 6 premiers, où c'était assez strict, et les 6 derniers, où c'était plus relâche avec mes parents. Ouais. Et donc, avec les 6 derniers, il y avait beaucoup plus d'affinité, plus de liens. De liens, et aujourd'hui, ils prennent soin de vous, ils vous soutiennent. Il y a René qui demande Il n'y a même pas une histoire de prendre soin de moi. Oui. Ah oui. Il n'y a même pas, non, parce que c'est devenu une banalité. Une banalité, mais parce que René pose la question, est-ce que vous avez des douleurs physiques aujourd'hui? Vous voyez comment ça impacte votre vie quotidienne? Est-ce que vous prenez vos médicaments et voilà, vous vivez normalement, ou c'est un impact sur votre, je sais pas, vos déplacements, votre sommeil, votre alimentation? Oh là, Sophie, c'est... alors, je vais... C'est trop large comme question. Oui, disons que j'ai été soutenue psychologiquement quand mon mari est parti. J'ai été soutenue psychologiquement quand moi j'ai eu des soucis de santé énormes où on m'a vu partir, quoi. J'étais dans un état très très grave, j'ai eu une encéphalopathie, mais je me suis accrochée à la vie et je suis croyante, quoi. Il y a peut-être ça qui fait. Après, au niveau il y a eu des conséquences, quoi, par rapport aux médicaments. Il y a eu toutes les lipodystrophies. J'ai un corps qui a été meurtri. Je suis toute maigrichonne, j'ai perdu beaucoup de poids, mais bon. Et Isalina, qu'est-ce qui aujourd'hui fait sens dans votre vie en vivant cette maladie? Comment vous projetez? Oui. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Ouais. Vous sentez la vie. Ouais. C'est
C'est les jours, le quotidien, ce que vous vivez, quoi. Comme vous dites, c'est la vie. Oui. C'est un défi. C'est un défi. De toutes les grandes fêtes, Noël, 1er de l'an. Oui, chaque année, vous vous dites, c'est merveilleux d'être là. Oui. Oui. Ouais. Vous ne survivez pas, hein, vous vivez. Hein. C'était très beau votre témoignage, parce que on ne vous entend pas dans la survie, mais vraiment dans la vie. Et de fêter cette vie, de vous dire, comme vous en témoignez à Noël, à chaque anniversaire, je suis heureuse d'être là. Il faut être fort. Il faut être fort et être soutenu. Et j'encourage vraiment les personnes séropositives à ne pas se cacher, à dire, parce que les personnes connaissent la pathologie. Il ne faut pas avoir peur. Avoir peur des gens qui sont séropositifs, c'est ça que vous voulez dire? Non. Avoir peur de vivre. Ah, avoir peur de vivre quand on est porteur. De s'affirmer. Non, il faut vivre. Mais s'affirmer en tant que séropositif, ne pas avoir peur des regards. Et le dire? Vous conseillez de le dire? Oui. Au travail, par exemple, aux amis, aux proches? Non, aux plus proches. Aux plus proches, oui. Non, il y a encore un regard qui est... Oui, il y a un regard... Je parle de l'information, donc j'en reviens à mon coup de gueule, on va avoir beaucoup. Il faut informer les gens, il faut en parler. Oui. Il faut pas banaliser les choses, mais il faut les concrètes. Enfin, je sais pas comment... Aidez-moi, Sophie, mais les... Oui, bien sûr, il faut absolument pouvoir, comme vous le faites d'ailleurs très très bien, alerter, renseigner, redonner comme on l'a fait sur Europe 1, tout ce week-end des chiffres, recevoir en fait des spécialistes qui en parlent. Il faut qu'effectivement, et c'est pour ça que les médias se sont mobilisés dans le cadre du SIDAction, dont je rappelle, il y a un site sidaction.org, si vous voulez soutenir, ou un numéro, le 110. Et c'est important, et je vous remercie, Lisalina, de nous avoir appelés ce soir pour témoigner, parce que c'est rare d'entendre aussi longuement, avec autant de douceur et d'empathie, de justesse et d'authenticité, le témoignage de quelqu'un comme vous qui est malade du sida. Donc ce soir, c'est important sur l'antenne d'Europe 1 que vous ayez accepté de nous livrer en fait toute votre histoire. Et vraiment, je vous en remercie, parce que j'espère qu'elle aura fait prendre conscience aux auditeurs de l'importance. Oui, et je dois dire que je vis avec quelqu'un depuis 6 ans et qui n'est pas atteint du sida. Ah, et qui est à vos côtés, c'est important. Et que je peux faire l'amour sans préservatif, puisque j'ai une charge virale indétectable, et que la vie est belle. Merci, on se quitte sur ce joli mot et cette belle phrase. Merci Lisalina, et que votre vie soit belle et douce. Merci. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Europe 1, et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21. Une libre antenne ce soir qui ouvre le micro et sa ligne, sa libre antenne dans le cadre du SIDAction et pour parler du sida. Et pendant 3 jours, vous savez que le SIDAction s'est affiché dans les médias et que la manifestation se termine demain soir, et pour que l'élan de solidarité aille au-delà des écrans, pour faire toute l'information, Europe 1 est partenaire et vous pouvez agir en faisant un don au 110 ou sur sidaction.org. Donc je vous invite à témoigner à ce sujet si vous avez des proches ou si vous-même vous êtes concerné par le VIH, car dans la libre antenne, nous luttons aussi contre l'isolement et libérons la parole sur tous les sujets, même les plus délicats. Corentin attend vos appels au 39 21 et c'est Valentine Gelin qui réalise cette émission. Vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21
21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Et puis il y a Isabelle qui nous envoie un message pour nous dire qu'aujourd'hui c'est aussi la journée de mobilisation pour l'autisme. Un petit mot de votre part me ferait plaisir, nous dit Isabelle, qui a un loulou de 10 ans qui s'appelle Thomas et qui est autiste. Bon courage à vous Isabelle et de tout cœur avec vous. Et effectivement, en voyant votre message, je me dis que bien sûr que la ligne est aussi ouverte à cette maladie très grave sur laquelle les recherches avance lentement mais sûrement. Et bien entendu, je vous engage aussi à nous appeler ce soir ou un autre soir. Vous savez qu'il n'y a pas de sujet ni tabou ni déterminé dans cette libre antenne. Et on accueille Émeric tout de suite. Bonsoir Émeric, pardon. Bonsoir, bonsoir Sophie. Oui. En tout premier lieu, je voudrais remercier Lisalina. Oui. Qui a fait un témoignage magnifique. Vibrant témoignage, oui. C'était vraiment vibrant. Et évidemment, le petit Thomas, je l'embrasse bien fort pour Isabelle. Oui, merci à vous, merci Émeric. Mais j'ai un coup de gueule à pousser. Oui, allez-y. On est là pour ça aussi, pour pousser des coups de gueule. Ça fait du bien, c'est important. Ça mobilise. Parce que je ne supporte pas la réaction que peuvent avoir la majorité des gens vis-à-vis de quelqu'un de leur entourage qui dit « Bon, voilà, je suis séropositif. » Ouais. Parce que moi, ça ne me concerne pas. Moi, ça ne me concerne pas. Mais ça concerne un de vos amis, en fait. C'est ça? Ça concerne un de mes amis très proches. Oui. Et sur le coup, on s'en est pas rendu compte. On est une bande d'amis, on se connaît depuis 10-15 ans maintenant, tous. On a été au collège ou au lycée ensemble, et on se connaît vraiment depuis longtemps. Et tout d'un coup, les coups de fil disparaissent, les messages, les SMS se font beaucoup plus rares, etc. Vous avez senti une gêne dans la bande d'amis devant cette révélation d'un de vos... Ça distend la bande, vous voyez moins entre vous, ou vous savez par cet ami qu'en fait il est... on l'évite. On se voit toujours autant. Oui, tous ensemble. Mais lui, si je ne lui dis pas, il n'est pas au courant. Que vous voyez, que vous avez rendez-vous. Ouais. Et quand vous voyez, quand vous êtes tous ensemble, le comportement de la bande d'amis a changé à son égard? C'est extrêmement distant. Vous sentez une distance. Ouais. Mais ça se voit. Ça se voit. C'est physique. Mmh. Ça se voit, c'est physique. Et c'est... Émeric, c'est malsain, c'est perceptible. Oui. Alors, pourquoi vous ne metteriez pas, comme on dit, le sujet sur la table un jour où vous le sentez dans cette bande d'amis en disant voilà, moi on vit ça tous ensemble, on est une bande d'amis depuis 15 ans. Vous savez que voilà, un tel parmi nous, et en parlant en votre nom, pas en les accusant bien sûr, en disant on est d'accord. Mais moi je suis choquée, ça me rend triste, j'ai du mal à comprendre, j'ai observé que, et je vous propose qu'on en parle. Mais pas derrière son dos, pas quand il n'est pas là, devant lui, avec lui. D'ouvrir la parole. Peut-être que ils sont mal à l'aise, gênés. Ça se fera jamais, parce qu'il n'est plus jamais invité à quoi que ce soit. Mais vous dites que vous le prévenez et qu'il vient. Non, il vient pas. Vous le prévenez. Non, il vient pas. Il veut plus plus venir parce qu'il vit ça. Parce que lui, il a compris aussi. Il a compris aussi. Et il veut plus venir, donc il s'isole parce qu'il est isolé.
par le groupe. Il préfère s'isoler. D'accord. Alors, et vous, moi, de temps en temps, je vais le voir, etc. Mais... Et vous le sentez d'en parler au groupe ? Parce que du coup, ça reste quelque chose qui vous pèse dans ce groupe et qui est un peu le sujet auquel tout le monde pense et dont personne ne parle. Parce qu'il manque forcément dans le groupe s'il était toujours avec vous avant. Mais c'est comme pour tout dans un groupe d'amis, il y a des choses dont on ne parle pas. On parle pas politique, on parle pas religion. Oui, mais on évite les sujets qui fâchent. Oui, mais là c'est pas un sujet qui fâche. Oui, mais on n'est pas dans un débat d'opinion. Émeric, je vous arrête parce que la politique ou la religion, ça s'appelle du débat d'opinion. D'accord ? Donc effectivement, on peut éviter parce qu'on a peur de se fâcher parce que c'est opinion contre opinion. Là, vous n'êtes pas dans un débat d'opinion. Il y a un membre du groupe qui vit quelque chose de terrible et qui est donc malade et qui, parce que sa maladie a été révélée, est exclu du groupe. Ça interroge quand même. Et puis, je veux dire, il l'aurait pas dit. Enfin. Oui, ça, rien n'aurait changé, vous voulez dire. Moi, je l'ai su plusieurs semaines avant les autres. Il me l'avait dit dès qu'il a été dépisté. Il m'a dit, il m'arrive une tuile. Et il m'a dit, c'est une grosse tuile. Bon. Donc je dis oui, bon, je me doute de ce qui tombe sur le rable. Excusez-moi du terme, mais bon. Et il m'a dit, oui, c'est ça, oui, ça y est, je l'ai, quoi. Je dis, attends, non. Je dis, tu l'as pas. Je dis, t'es séropositif. Je dis, tu l'as pas encore. Je dis, c'est pas déclaré et tout ça, machin. Je dis, tu vas prendre le traitement et tout ça. Je dis, ça va aller. Il me dit, oui, mais bon, il va falloir que je le lise quand même. Je dis, tu le lis si tu le veux. Oui, c'est ce que disait Lisa Lina, de faire attention à qui on le dit. Ouais. Voilà, tu le dis si tu le veux. Autrement, pour nous, normalement, ça change rien. Oui, mais peut-être que ça a été sa façon de tester la solidité de l'amitié, et pour le coup, il a dû être très déçu. Ah oui. Parce que quand on aime les gens qui nous carrément abattu. Bien oui. Parce que quand on a confiance dans une bande d'amis qui nous est proche, ça fait partie des proches. Oui, voilà, oui. Moi, Émeric, je me demande qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas, alors peut-être encore, on va dire, senti le besoin d'en parler au sein de la bande. Qu'est-ce qui vous gêne de leur en parler ? Parce que vous me dites, ça risque d'être un sujet qui fâche, c'est comme vous faisiez le parallèle avec la religion ou la politique. Non, je ne dis pas que j'ai pas essayé. Ah. J'ai essayé de le faire. Alors essayez. J'aurais dit maintenant, il faut qu'on en parle, il faut qu'on mette les choses au clair. D'accord. On est ensemble, on est une bonne amie, on se connaît depuis des années. Maintenant, on peut en parler. Oui. Je veux dire, on est tous, je veux dire, des gens qui sont, enfin, je veux dire, on n'est pas des neuneux, quoi. Et quand vous avez fait ça, quelle a été leur réaction ? Parce que vous dites. Oui. Alors, excusez-moi du terme que je vais utiliser, mais tu fais chier avec ça. Non. Ouais, ok. C'est pas le problème. Non, là, tu es en train de pourrir la soirée. Bon, et après, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là ? Vous avez insisté J'ai dit, je m'en vais. Ah. Bon. J'ai dit, puisque vous n'êtes pas capable d'en discuter. Vous n'avez pas défendu votre point de vue, finalement. Vous voyez, c'est dommage parce que vous en allez, c'est leur laisser le terrain. Quand on s'en va, on laisse le terrain aux autres. Et d'occuper le terrain en disant, écoutez, moi, c'est mon besoin, j'ai besoin d'en parler et ça me choque que vous disiez que je vous ennuie avec ça alors qu'il s'agit d'un de nos très bons amis. Je n'arrive pas à comprendre. De les responsabiliser parce qu'en fait, ils ont un comportement très immature, vos amis. C'est pas qu'ils soient dans le jugement. Vous voyez, dire comme vous dites, fais pas. En fait, ils sont très immatures. C'est pas qu'ils ont dit c'est pas un sujet important mais ils veulent pas en parler parce que ça les ennuie, un peu comme des gamins, quoi. Oh non, oui, c'est trop sérieux. Ça les ennuie, ça les gêne. C'est pas c'est pas dans le monde dans lequel ils vivent.
Donc, ça ne les concerne pas. Ouais, mais comme dit la gothique, rejeter un ami de longue date parce qu'il est porteur d'une maladie, c'est pas des vrais amis, hein, c'est tous des hypocrites alors. C'était quoi leur amitié? C'était juste on est là pour faire les andouilles et être une bande qui s'amuse? Il y a que ça qui était bien? Ouais. Visiblement, c'est un peu ça. Oui, qu'est-ce qui faisait le lien d'amitié? Ça me fait mal, hein, attention. Hein, ouais. C'est pas... Ça me fait mal parce que ça révèle aussi des choses qui ne. Bien sûr. Vous savez, Émeric, ce qui me vient à l'esprit, et pourtant qui il n'est pas. Mais. Ouais. Parce que qu'ils soient capables d'éjecter comme ça, tout d'un coup, ils disparaissent de leur entre guillemets de leur radar parce qu'il est séropositif. Oui, mais comme ça vous tient à cœur. Peut-être, hein, et c'est une suggestion que je vous fais, que vous pourriez remonter peut-être au créneau. Vous continuez à les voir, vous? Ou vous les voyez plus, ces amis? Je continue à en voir certains. Je ne les vois plus en bande. Ça a dissous la bande. Soirée, en bande, etc. Ouais. Non. Ça a dissous la bande. Non, parce que ça m'a écœuré. Alors que finalement, leur réaction m'a écœuré. Bien sûr, alors que cet ami malade était une magnifique occasion de souder la bande et pas de la dissoudre. Dans un autre registre, parce qu'il s'agit pas de maladie, mais votre témoignage m'évoque un film que tout le monde connaît et donc je peux le citer facilement. C'est Les Petits Mouchoirs. Vous avez dû le voir sans doute quand Dujardin est à l'hôpital et qu'ils sont tous en vacances au Cap Ferret, hein, et que finalement là celui qui joue le rôle du pêcheur là vient leur dire vous m'écœurez quoi, vous m'écœurez à parler de vos petits problèmes pendant que votre meilleur ami, soi-disant meilleur ami, se meurt à l'hôpital. Et à la fin ils sont tous à l'enterrement. Il y a effectivement là une. Vous voyez, mais moi je veux pas qu'on en arrive là. Ben non. Justement, c'est pour ça que je vous cite cet exemple. Des années, puis je veux dire, puis on est jeunes, quoi. Mais Émeric, je vous cite ce film parce que vous pourriez tenir le rôle de cet acteur dont le nom ne me vient pas, mais qui joue le rôle du pêcheur d'huîtres. Vous pourriez tenir le rôle de cet ami-là qui à un moment dise « écoutez, ça suffit ». Moi, je ne comprends pas et qui se lève plein d'émotions et qui tout d'un coup, on sent, amène la bande à se responsabiliser par rapport à ce qu'ils vivent. Parce que vous aideriez vos amis à les grandir. Là, en les fuyant et en disant j'ai plus envie de les voir à cause de ça. Bon, ça, bien sûr, vous pouvez, ça vous appartient. Mais vous manquez une occasion de les faire grandir en conscience et de les faire grandir en tant qu'adultes, qui est de resserrer et de renouer le groupe autour de cet ami qui est malade. Et au contraire, de prendre du plaisir tous ensemble, parce que il en a besoin, lui, de s'amuser et de continuer à vous voir. Ben oui, mais c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est parce que c'est dur que ça vaut le coup d'être tenté, Émeric. C'est dur parce que oui. Lui, il souffre. Oui, vous aussi. Moi, ça me fait de la peine parce que Bien moi, sûr. quand je donne mon amitié à quelqu'un, je la donne vraiment. Oui. Et donc. Et qu'est-ce qui est dur dans le fait d'aller leur en reparler? Pour moi, ils l'ont trahi lui et ils m'ont trahi moi. Oui, aussi. Ça se sent. Vous vous sentez trahi et du coup vous ne voulez plus les voir. Alors. C'est extrêmement violent. Oui, c'est très violent, bien sûr. C'est une claque. C'est une vraie claque. Oui. Mais vous en faites une affaire personnelle pour vous, alors que c'est quelque chose que vous pourriez faire. Bien sûr que ça vous touche, mais ça pourrait vous toucher du coup à un autre endroit de vous-même pour réemmener votre ami dans le groupe. Il y a Véro qui demande si cet ami avait un cancer. Est-ce qu'il aurait été rejeté, vous pensez, Émeric? J'en sais rien. Ouais. Je peux pas dire, j'en sais rien. Vous pensez que c'est le fait que ce soit sa séropositivité, comme que disait Lisa Lina, de quelque chose de tabou et de honteux? Ben, puis on est un petit groupe, on a quoi, entre 25 et 20, les plus jeunes ont 25 ans, les plus âgés ont 35 ans. Hein, donc, on est une petite bande d'amis, bon, c'est les petits frères, les sœurs, etc., machin, donc
Donc nous, on est vraiment la génération SIDA. Hein. Oui. On est né dans les années 80. Dans les années 80, oui. Et nous, c'est quelque chose qui nous terrorise, mais on suit les évolutions. Enfin. Oui, bien sûr. Et c'est ça que j'ai pas compris de la part des autres. Qui se sentent pas concernés, ça vous a touché. Et bien sûr que ça vous touche. Alors, il y a un auditeur et qu'ils n'aient pas envie de l'aider et qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas une tare. Oui, mais est-ce que vous pourriez les amener, Émeric, est-ce que vous pensez pouvoir les amener à comprendre ce que vous comprenez et que manifestement ils ne comprennent pas? Comme dit un auditeur, ça pourrait être sympa de les réunir autour des petits mouchoirs peut-être et de le commenter. Vous êtes un ami comme on aimerait en avoir, ajoute cet auditeur. Et là, vous avez un vrai rôle à jouer, Émeric, un vrai rôle pour votre ami et aussi pour cette bande qui manifestement n'est pas dans la conscience. Un autre auditeur vous dit que vous avez été courageux de partir sur le moment, mais que c'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. Il faut peut-être leur laisser le temps de le digérer avant d'en reparler. Oui, leur laisser le temps de digérer. Oui, ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est très récent. Parce que c'est... Comment ? C'est très récent, l'annonce. Ça date de quand ? Depuis quand, il y a un mois. Il y a un mois. Donc en un mois, le groupe s'est délité. Oui, c'est assez récent. En un mois, oui. Le groupe a complètement explosé. Ouais. On se voyait tous les week-ends, tous ensemble, toujours, chez l'un, chez l'autre, etc. Machin. Et alors, comme le dit, René pose une question très intéressante, parce que est-ce que c'est vraiment sa maladie qui les pousse à l'éviter, vous pensez? Parce qu'il faudrait savoir ce qui vraiment les pousse à l'éviter, dit René. Vous pensez que c'est vraiment ça? Pour moi, oui. Oui, d'accord. Pour moi, oui, parce qu'avant, il y avait rien qui changeait. Oui, et que vous avez vu effectivement. Il y en avait un qui avait la grippe ou l'autre. Oui, oui. Et puis dans ce cas-là, ils venaient pas à la soirée. Mais c'est tout. Et puis vous dites que vous avez vu leur comportement changer. Et ils ont changé de tête au moment où il l'a dit. Oui, vous l'avez vu. Ouais. Donc effrayés, quoi. Souvent, des gens sont effrayés par la maladie de l'autre. Alors que justement, le soir même, on était en train de pianoter sur l'ordinateur et tout ça. Mais vous savez, maintenant on peut avoir ça sur la télé. Donc, et je leur repasse le moment où Clémentine Sélarié a fait le truc le plus génial qui soit, d'embrasser un séropositif. Oui. Et comment... Mais ils étaient crispés. La soirée était glaciale après. Elle s'est terminée une demi-heure après. Ouais. Ils ont tellement peur. Tellement peur, oui. C'est tout à fait ça. Ils veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas en entendre parler. Mais vous pouvez les confronter à leur immaturité et aussi à cette magnifique et très belle occasion qu'ils perdent de resserrer des liens et d'être vraiment dans leur humanité. En étant dans ce comportement, ils perdent une part de leur humanité que vous gardez bien sûr précieusement. Mais il manque une occasion de grandir. Moi, jamais je le lâcherai, jamais. Bien sûr, oui. Même si, quand bien même, il serait, il a besoin de vous. Le sida se déclarerait, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisqu'il. Mais il a besoin de vous. Heureusement qu'il vous a, Émeric. Il est traité, mais. Oui. Mais jamais je le lâcherai. Oui. Jamais. Oui. Ça, c'est hors de question. Oui, mais les autres m'ont déçu. Oui, vous êtes déçu et du coup vous n'avez pas, je comprends ça et c'est légitime, vous n'avez pas envie de remonter au créneau.
peut-être que vous pourriez... Non, parce que j'ai l'impression qu'ils en valent pas la peine. Oui, voilà. Donc vous les jugez. Et du coup, oui, bien sûr, mais c'est très humain, hein, Émeric. Il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être que vous pourriez, pas tout de suite, parce que vous êtes encore un mois, c'est très très tôt, et que vous êtes encore dans ce choc, dans cette immense déception, et cette envie de... puisque c'est comme ça, j'ai plus envie de les voir et plus envie d'entendre parler. Mais peut-être réfléchissez là à ce qu'on est en train de se dire, pas tout de suite, mais dans quelque temps, ne serait-ce que même pour vous. Vous voyez, pas seulement pour votre ami, mais ne pas rester sur cette déception et trahison, de remonter au créneau pour dire ce que vous avez sur le cœur et leur proposer de pouvoir grandir en changeant de comportement. Il y a une auditrice qui dit merci pour votre témoignage, Émeric, et pour le soutien que vous apportez à votre amie. Je suis porteuse du VIH depuis de 20 ans et c'est un sujet toujours aussi tabou. On est condamné 2 fois par l'isolement et j'ai la chance d'avoir un enfant de 12 ans qui est négatif. Oh. Ouais. Donc bravo à vous, dit Cathy. Il y a des amis, nous n'avons d'amis que dans l'adversité. C'est là qu'ils se révèlent ou pas. Et vous vous révélez un ami cher et fidèle. Et puis il y a Pio qui dit bien sûr c'est leur peur qui les fait agir ainsi, la peur de l'inconnu. Un auditeur qui ajoute, je trouve tout ça très affligeant en 2016. Oui. Mais le jugement ne nous aide pas toujours à faire grandir les autres et qui sont pas en conscience. Je les juge pas. Je les juge pas. Ouais. Ils ont peur, mais ils cherchent pas. Ils cherchent pas à grandir. Bien sûr. Que voilà. Lui faire la bise comme d'habitude ne changera absolument rien pour eux. Oui, mais c'est ce que dit Nat. Nat dit, j'ai après une amitié de 30 ans, je pensais avoir une amie pour toujours et d'être malade, cette personne m'a plus jamais vue, ni m'a donné un coup de téléphone. La maladie fait peur à une personne bien portante. Et en fait, ils ont peur et c'est encore une fois très, très immature. Émeric, je vous souhaite, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve parce que c'en est une pour vous, et aussi beaucoup de courage à votre ami. Et puis je vous souhaite vraiment de tout cœur qu'un jour la bande puisse se reformer autour de lui et qu'elle soit solide. Je pense aussi, vous savez, à ce film 4 mariages, un enterrement, où il y a un des acteurs, un des amis de la bande qui est porteur du VIH. Et qui après malheureusement décède dans le film, et on voit à quel point ça soude la bande, et il y a des moments très très beaux dans ce film autour de lui. Je l'espère. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère que et je le souhaite pour la société aussi. Le sida se déclarera pour lui. Je le souhaite aussi. Merci Émeric de nous avoir appelés ce soir. Merci à vous. Merci. Bonne je vous embrasse bien. Merci, moi aussi. Au revoir Émeric. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Auteur sur Europe 1, Run. Bonsoir Claire, bienvenue. Bonsoir Sophie, merci beaucoup de prendre mon appel. Je suis très heureuse de vous entendre. Oui, je vous aussi. avais appelé en février 2015 et vous aviez tout à fait résolu mon souci de l'époque. Oui. Mais vraiment, alors. Formidable, j'en suis ravie. Ah oui, vraiment. J'étais en relation avec un ami qui était, je pensais, phobique de l'engagement. Et en fait, en vous décrivant cette relation, vous m'aviez dit que c'était plutôt des moments partagés, pas une vraie relation, qu'il fallait poser un cadre, définir des règles de jeu de même cette relation, ce qui convenait à chacun. Alors, j'avais bien réécouté votre podcast, écrit tout ce que vous aviez dit. Je suis venue avec ma petite fiche le voir, il m'a écouté et il a accepté ce que vous préconisiez. Et donc, ça s'est très bien passé. Oui.
Alors, on s'est présenté nos amis respectifs. Parce que, on est allé un peu plus en avant. Il a même rencontré mes parents. Lui, ses parents sont décédés. Hein. Bon, donc mais il a rencontré les miens. Et puis, donc, ça se passait bien. Entre-temps, plusieurs week-ends d'affilée, sur son GPS de voiture, il s'affichait un numéro. Et moi je voyais toujours la fin du numéro, c'était 54, et je me disais c'est bizarre quand même parce que il faisait comme s'il n'avait rien vu, il disait passer le boulot, c'était le week-end, hein, alors je trouvais ça un peu bizarre. Et ça a été répétitif. Alors donc ça m'a mis la puce à l'oreille. En octobre 2015, nous sommes partis pour un voyage sportif en Europe, et le dernier jour, m'a demandé mon chargeur de téléphone, et puis il s'est absenté de la chambre, et donc moi j'étais en train de me démaquiller. Il y avait son téléphone, et j'avoue, j'ai regardé. Il n'y a pas de code, il n'y a rien, très tenté. Et vraiment, c'est bon, enfin bref, c'est pas dans mes habitudes, mais là, je me suis dit, faut quand même que j'en ai le cœur net, parce que j'avais quelque chose qui me titillait. Et alors là, je vous dis pas, j'ai trouvé, je m'en suis tenue au SMS. Hein. Oh, mon Dieu, si vous saviez, je sais pas, il y en avait au moins 4 sur l'affaire. Que des sextos. Il y avait au moins 4 personnes sur le... 4 femmes différentes. Ah oui, 4 femmes différentes. Enfin, des numéros différents. C'était, je pense, des sites de rencontres. Enfin, j'ai pas bien vu parce que de toute façon... Donc, c'était pas des relations suivies, en fait. Du tout. C'était, d'accord. Je pense, des sites de rencontres. Et puis, j'ai pas pu approfondir. Oui, vous avez dû être sous le choc, complètement sonné. Donc, quand il est rentré dans la chambre, je lui ai dit, écoute, j'ai fait quelque chose que je ne sais pas vraiment, mais j'ai ouvert. J'ai regardé. Et alors du coup, il m'a dit que j'avais bien fait. Il était accablé, mais il a essayé d'expliquer. J'ai dit, écoute, non, il n'y a rien à expliquer. Là, moi, c'est pas possible. J'étais très en colère, très déçue, vraiment tombée de l'armoire. Enfin, j'étais choquée même. Hein. Et donc, on est rentré, puisqu'on rentre en voiture, on est rentré. Donc, je vous dis pas l'ambiance dans la voiture. Et puis, donc moi, je suis passée par une phase de dégoût, de rejet. Et puis, je me suis pas mal documentée sur Internet et je suis tombée sur l'addiction au sexe. Donc, j'ai lu pas mal de choses intéressantes. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec lui parce que je dis, bon, quand même, Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui et puis je lui ai dit, écoute, si tu souffres d'addiction au sexe, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est la thérapie. Et je lui dis, une thérapie, c'est tout à fait possible à faire. C'est pas très agréable, je pense, mais tu peux. Voilà, je connais quelqu'un qui est très bien. Bon, voilà. Et alors, lui, il a lu des livres. Il a été donc en période de réflexion et puis il m'a dit, une fois on s'est revus, il m'a dit écoute, je vais aller voir la psychothérapeute clinicienne dont tu me parles. Et voilà, donc moi ça m'a fait plaisir quoi. Hein. Je me suis dit bon c'est bien et tout. Et puis au bout de 3 mois il y avait toujours rien, hein, pas de rendez-vous. Donc j'ai mis les pieds dans le plat. Vous viviez ensemble à l'époque? Du tout, on n'a jamais vécu ensemble. D'accord. Hein. Et donc je dis écoute, ça fait 3 mois, il y a toujours rien et tout, et donc il m'a dit écoute c'est pas ma priorité, enfin clairement. Hein. Bon je dis écoute c'était pas ta priorité, on va se séparer, hein, on va se dire au revoir et tout. Bon et puis en fait j'ai continué mes recherches de développement personnel et j'ai trouvé quelque chose. Vous en avez parlé souvent de lâcher prise. Donc je me suis penchée sur le lâcher prise et alors imaginez-vous que le lâcher prise m'a rendu beaucoup service parce que d'un coup je suis devenue beaucoup plus cool. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Mais même dans la vie quotidienne, hein, vraiment, c'est une démarche, je sais pas, j'ai eu une révélation. Et par rapport à lui, parce que ce qui m'intrigue quand vous parlez de lâcher prise, qui n'est rien d'autre que de l'acceptation de ce qui est. Alors acceptation, mais pas résignation. On est d'accord, c'est toute la nuance. Je ne suis pas, je ne peux rien y faire, puisque ça doit venir de lui. Moi, je ne peux rien y faire. J'aime bien voir cet homme, donc je sais qu'il mène une vie de pulsion, de machin, de trucs. Donc, ça sera rapport protégé. Puisque dans les SMS, je voyais que c'était, il y avait des sollicitations non protégées. Donc là, c'est pareil. J'ai dit moi, donc c'est intéressant aussi pour cette soirée je lui ai dit, j'ai dit, le rapport non protégé, c'est autodestructeur, c'est une fausse
folie aujourd'hui. Enfin, Et donc moi j'ai dit rapport protégé, sinon rien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que avant de partir en voyage sportif, là, je remarquais qu'il y avait de moins en moins de relations sexuelles. Ça devenait de plus en plus épisodique. Oui. Donc moi, brave fille, je pensais que c'était qu'il y avait des petits problèmes d'érection et tout, alors que c'est quelqu'un qui est toujours très actif. Bon. Mais ça m'a pas alarmée plus que ça, parce que je ne cherche pas que ça dans cette relation. Et donc avec le lâcher prise, j'ai dit écoute, moi je suis dans le lâcher prise, donc je te vois, je t'accepte, mais j'aimerais bien que je te laisse un peu de temps pour essayer de digérer ça, et puis de voir si tu peux passer à la thérapie. Bon, et nous sommes allés dans un deuxième voyage sportif, et cette fois-ci j'ai bien dit en arrivant, ne t'inquiète pas, je ne toucherai pas à ton portable. Et j'ai pas touché, parce que de toute façon ça m'aurait servi à rien vu que les choses n'avaient pas évolué, sinon il me l'aurait dit, et que c'est pas la peine de se faire du mal. Donc à la fin de ce voyage, j'ai posé la question, toujours, je suis revenue à la charge, et il m'a dit que non, c'était pas ça, quoi. Alors ma question est la suivante, Sophie. Aujourd'hui, il m'envoie très souvent des SMS, chaque jour, on se voit le week-end si je demande. Oui. Sinon, c'est vous. Voilà, d'accord, c'est vous qui décidez. Tout le temps. Je dis on se voit quand, bon. Ah, c'est vous qui demandez. Oui, ah oui, d'accord. c'est moi qui demande. Ouais. Et j'aime pas ça. Ouais. Et puis, par contre, on est donc dans le même club de sport où on se voit le week-end, et où on se croise, et il fait comme si j'étais sa fiancée. Sa compagne. Sa compagne, voilà. Donc, moi, le lâcher prise, c'est très bien. Ça m'aide beaucoup dans la vie quotidienne, mais là, je crois que j'ai atteint la limite. Oui. Et je voudrais savoir comment faire pour passer à autre chose. Et parce que rester là, j'écoutais ce que vous disiez à la première auditrice, Elisabeth. Oui. Moi, je pense aussi que je n'ai pas spécialement envie de m'attacher à quelqu'un, et que le fait d'avoir cette relation, c'est pratique. Oui, mais ça. D'un autre côté, ça me convient pas parce que ça me fait souffrir. J'aime pas attendre après les gens. C'est toujours puis vous vous sentez bafouée en tant que femme. Et puis même si vous vous dites c'est une pathologie, ok, mais quand on est un grand garçon, on va chez le thérapeute. Voilà. Oui, parce donc, que comme dit un auditeur là qui envoie effectivement un SMS qui dit cette prise de distance à l'aveu d'une souffrance particulière est douloureuse à vivre, mais révélateur de la fragilité du confident. Donc il a révélé sa fragilité, et là effectivement vous étiez pleine d'espoir à vous dire puisqu'il me la révèle, c'est qu'il en a conscience, et comme il en a conscience, il va en faire quelque chose. Mais alors c'est à double tranchant ce genre d'attitude, c'est que en même temps, vous vous rendez complice. Mais vous voyez, de façon inconsciente de ce qu'il vit, il se sent compris, donc accepté, et donc dans cette acceptation, l'autorisation de continuer. Voilà. Parce qu'il n'est pas en souffrance avec vous. Oui. Il est pas en souffrance. Mais non, avec vous. Il m'a dit, tu es le fait que tu sois agréable avec moi et. Mais bien sûr. Parce que qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer un comportement? C'est quand soit il y a souffrance, inconfort. Enfin, il faut changer quelque chose pour que quelque chose d'autre de mieux arrive. Oui. Alors que lui a pas besoin que quelque chose d'autre de mieux arrive. Il est bien avec vous. Vous êtes bien avec lui. Vous passez des moments agréables. Il arrive même, comme vous dites, à se pavaner au club de sport à votre bras en disant que vous êtes sa compagne. Donc, quel est son intérêt, de quoi il souffre, si vous voulez, pour aller voir un thérapeute et essayer de lâcher ça? Oui. C'est tout. Vous voyez, c'est toute la nuance. Alors vraiment, c'est un fil, un chemin très étroit entre la compréhension qu'on a de quelqu'un qui a un problème et l'écoute qu'on lui apporte. Et puis finalement, quand on fait ça, il y a une forme d'autorisation à être. Oui. Et cette autorisation à être, dans certains comportements, peuvent permettre, au contraire, en tout cas de le vivre ou de l'encourager, oui, comme une espèce de forme. Alors encouragement, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas d'acceptation. Et que là, vous avez raison de vous poser la question, et vous la posez très bien, de dire
moi ça y est, maintenant je touche ma limite, parce qu'acceptation, lâcher prise, c'est pas tout accepter, c'est ni se résigner ni tout accepter, encore une fois. Oui. Voilà. Et alors vous savez, Sophie, je suis restée 18 ans avec un homme qui était homosexuel. Là je tombe avec un addict, un homme addict au sexe. Donc je pense que j'ai aussi un rôle de codépendant, on dit. Enfin, il y a un petit problème avec moi aussi. Alors, j'ai pris rendez-vous avec une psychiatre. Mais bon, j'ai rendez-vous dans un mois et demi. Elle m'a demandé si c'était urgent. J'ai dit, écoutez, docteur, on n'est plus à un mois près. Donc, je vais essayer d'aller démêler ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans. Intéressant. Parce que je me demande le troisième, comment il va être. Mais il y a quelque chose là-dedans. Et donc, je voudrais aussi vous demander quelque chose. Il y a un troisième voyage qui est prévu, toujours sportif. Et moi, j'avais dit, écoute, la prochaine fois, moi, je prends ma chambre. Est-ce que je change carrément de registre, c'est-à-dire je ne vais pas en même temps que lui, ou parce que si vous voulez, c'est un peu dangereux aussi, parce que le fait d'aller c'est un groupe, donc on fait du sport toute la journée, mais on se voit le matin, on est tous dans le même hôtel. Donc le fait d'être dans une chambre différente, ça marquera vis-à-vis du groupe que je ne suis plus avec lui. C'est vrai. Et ça, j'y tiens. D'autant qu'il m'arrive rien quand je suis dans la chambre avec lui. Donc moi, je préfère pas entendre ronfler puis être tranquille. Et donc, je me demande si c'est trop dangereux, si c'est jouer avec le feu, ou si c'est une façon de marquer vis-à-vis des autres que alors j'entends le premier argument qui est de marquer vis-à-vis des autres votre indépendance et de le dévoiler, de le démasquer, de le démasquer. Qu'est-ce qui peut être dangereux? Qu'est-ce que vous entrevoyez comme dangereux? Comme dangereux, c'est que c'est un voyage qui doit avoir lieu en octobre prochain, et je me dis que je vais espérer peut-être avec ça. C'est quelqu'un qui m'amuse beaucoup, qui est j'aime beaucoup cet homme, quoi. Enfin, sinon, parce que bon, je suis pas trop sotte, mais alors là, franchement, quand je vais m'entendre, je vais dire, ma pauvre fille, dans quel guêpier tu te mets à chaque fois. Mais je suis vraiment attirée par lui. J'ai beaucoup de plaisir à être avec lui, et il n'y a pas grand-chose qui m'agace. Donc, du coup, vraiment, il me plaît, quoi. Donc, je me dis que je vais encore attendre après ça. Et toujours en ayant espoir que quelque chose se passe, quoi. Je sais pas. Ah oui, vous pensez qu'en fait, le jeu dangereux, c'est votre ambivalence de dire et si, une fois là-bas, avec ma chambre seule, je suis tentée ou il me tente. Ça serait drôle. Il me tente ou je suis tentée. Lui, il va vous trouver très désirable, ça c'est certain. Parce que ça va créer une relation très érotique pour lui. Vous voyez, de vous savoir dans une autre chambre, parce qu'il y aura conquête possible. Et vous serez plus distante, donc il est possible que vous l'intéressiez beaucoup plus du coup. En même temps, quel est, j'allais vous dire, l'objectif prioritaire pour vous? C'est-à-dire, si c'est très important. Oui, ça j'entends, mais par rapport au groupe, moi ce que je comprends, c'est aussi de dire un peu face au groupe la femme que vous êtes et de le démasquer. Donc c'est sans le mettre mal, bien sûr, j'entends bien. Oui, vous êtes tout à fait dans le respect, mais surtout de dire voilà la femme que je suis, et s'il cherche à vous faire croire que, sachez que après c'est votre capacité à vivre, ça entraîne une seconde question. Votre capacité à vivre cette situation un petit peu particulière du fait des autres expériences précédentes, les autres voyages où vous étiez dans la même chambre. Mais ça me gêne pas du tout, et je trouve ça un peu drôle. Moi j'aime bien les situations qui sont pas moi j'ai l'impression que vous êtes tout à fait en capacité de vivre cette situation un peu inédite pour vous, et que même elle peut vous faire du bien, parce qu'elle va vous rendre de la puissance, Claire. Elle va vous rendre votre puissance de femme. C'est-à-dire que la femme qui a été blessée pendant un des précédents voyages en regardant le portable, celle qui a été déçue par un compagnon qui avait dit s'engager dans quelque chose pour leur couple, finalement c'est quelque chose qu'il aurait fait pour vous deux et pour son couple, et qu'il ne fait pas. C'est une façon pour vous de vous restituer dans votre entièreté, dans le respect de vous-même, dans le respect de la femme que vous êtes, en ne renonçant pas pour autant
à ce qui compte pour vous, c'est-à-dire ces voyages sportifs et votre groupe. Voilà. Parce que si vous n'y alliez pas, vous renonceriez en son nom à lui à quelque chose qui vous est cher à vous. Et ça irait pas pour vous. D'accord. Mais Sophie, écoutez, j'aime beaucoup vos façons de bienveillantes et percutantes, et vraiment vraiment c'est très agréable. Hein. Je vous assure. Merci. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et qu'est-ce que vous comptez faire, j'allais dire là, dans l'immédiat de la relation, c'est-à-dire J'ai envie d'arrêter. Enfin, d'ailleurs, j'ai dit aujourd'hui que je voulais lui parler, et parce que je trouvais que il n'y avait pas assez de temps, que j'avais pas assez de temps qui était consacré. Et puis il m'envoie des SMS et tout. Moi, j'aime pas les SMS. Moi, j'aime bien voir les gens. Quoi. Les SMS, il vous envoie des SMS pour vous dire quoi? Pour me dire bonjour, comment ça va, bonjour, enfin tous les jours, quoi. Alors donc. Oui, c'est très paradoxal parce que d'un côté, cet homme vous veut dans sa vie au titre de compagne, mais sa sexualité n'est pas dans la relation et dans le couple. Oui, et puis alors, si vous voulez, moi j'aime beaucoup. Enfin, je ne vous le cache pas, Sophie, j'aime beaucoup le sexe. Et alors là, franchement, je dis, écoute, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de temps consacré. Je lui ai dit aujourd'hui, pas de sexe, pas de temps consacré. Je me demande ce qu'il reste. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Alors ça, du coup, alors je dis, écoute, donc demain, comme il va pleuvoir, on n'ira pas jouer ensemble. Je pense que c'est préférable. Et il m'a répondu, au bout d'un moment, c'est comme tu le sens, je t'embrasse, je t'avais préparé des fleurs, voilà. Mais parce qu'il sait que j'aime les fleurs, mais bon, moi, voilà. Vous pensez qu'il vous aime, Claire? Écoutez, je sais pas. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les personnes qui sont addictes au sexe, et que quand ils ont des sentiments pour quelqu'un, ils n'arrivent pas à avoir de relations sexuelles avec. En fait, exactement. En fait, c'est ce que Freud explique très bien dans Totem et de Tabou. C'est là où il aime, il ne désire pas. Et là où il désire, il n'aime pas. C'est-à-dire qu'il est clivé. Il est dissocié, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté là où il aime, la personne laquelle il est en amour, et puis le sexe qui est vécu à part. Comme quelque chose de trop dangereux à réunir. Hein. C'est ça quand on dissocie. C'est que psychiquement, c'est pas concevable. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il se fasse aider, parce que ça ferait progresser. Mais si vous voulez, moi je peux pas rester, j'ai 51 je comprends, ans. Mais se faire aider, lui, il n'en ressent pas le besoin. C'est votre besoin. Vous voyez, c'est tout l'écueil de votre demande et de la proposition que vous lui avez faite, c'est que il s'agit de votre besoin, mais c'est pas le sien. Alors vouloir que quelqu'un se fasse aider quand c'est son besoin, mais pas. Voilà. Donc je crois que vous avez raison, Claire, de lâcher l'affaire, comme on dit. Oui, non, mais là il faut que je le fasse, parce que je pense que ça ne me convient plus. Bien sûr. Et puis après il bouge pas, mais s'il bouge pas, tant pis. Hein. Je vais vous dire, moi, je suis restée 18 ans avec le premier. Je vais pas partir. Là, ça fait 3 ans déjà que ça dure cette histoire. Donc et puis au départ, j'étais, il y en avait certainement une qui jouait mon rôle, parce que c'était plutôt très 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 actif, hein, voilà. Donc chacun son tour, mais enfin. Alors je suis un peu curieuse, mais quand vous dites que vous faites un lien entre les 18 ans avec un homme homosexuel et donc là cette relation avec un autre qui est addict sexuel, quelle est votre piste aujourd'hui de recherche? Je pense que je ne suis pas. J'ai envie, dans l'absolu, d'être avec quelqu'un, sans vivre avec pour l'instant, mais d'être avec quelqu'un, d'avoir une relation, on va dire, normale, agréable, d'avoir un compagnon, compagnon de route, compliquer sans compliquer la vie tout le temps, quoi. Hein, voilà, moi je suis pas trop compliquée, ça va. Et enfin, je pense. Et donc c'est ça que je rechercherais. Mais chaque fois, je suis tombée, donc les 2 fois où ça a duré un peu, sur des hommes qui ne sont pas disponibles, qui le seront pas. Par exemple, celui qui était homosexuel, bon, il arrivait à donner un peu le change, puisque, comme je vous l'ai dit, j'aime bien le sexe, et bon, quand même, je n'ai pas passé 18 ans à... Mais si vous voulez, je savais très bien je l'ai découvert aussi, j'ai découvert ça. Son homosexualité. Je ne savais pas, voilà, je l'ai découvert. Et donc, j'avais vu une psychologue, elle m'avait dit, bon, vous voulez qu'il soit blanc, mais il est gris. Elle m'avait dit ça, et sur le moment je n'avais pas compris, et maintenant je comprends. Et celui-ci c'est pareil, sauf que celui-ci, s'il allait voir le thérapeute, mais avec des années, je pense, peut-être qu'on y arriverait, mais enfin le problème est le même. Le problème est le même. Moi j'ai l'impression qu'il y a une
comme une ambivalence chez vous, quelque chose qui n'est pas complètement autorisé. Vous dites, mais en fait, moi j'aime le sexe et puis c'est bizarre, je me retrouve avec un homosexuel et un autre qui me désire pas parce qu'il en désire d'autres. Et fait, c'est assez étrange parce que ça voudrait dire que vous n'autorisez pas complètement votre désir. D'accord. C'est-à-dire que d'un côté, vous affichez clairement que oui, c'est quelque chose d'important pour vous, mais alors si ça l'était vraiment, si ça était vraiment sur le plan inconscient-conscient, vous le vivriez, vous seriez avec un homme pour lequel c'est aussi important d'être avec vous dans ce domaine-là. Or, mais celui avec qui je suis là, je vous assure, au début, c'était... j'ose pas vous dire comment je l'ai mais bon, je me disais, mais c'est pas possible, il est vraiment chaud, quoi. Et puis après, la relation est devenue autre que du sexe, mais petit à petit, il y a plus de sexe, quoi, voilà. Ouais, alors c'est vrai qu'au début, un petit peu de curseur au milieu, ce serait pas mal, quoi. Ouais, et qu'au début vous n'aviez pas vu ça. De toute façon, là, vous avancez dans la connaissance de vous-même, c'est ça qui est bien, et que c'est sans doute quelque chose qui va être pour vous non négociable à l'avenir, sur lequel vous allez être attentive, en tout cas. Oui. Et c'est peut-être ça vers lequel vous allez aller. Merci en tout cas, Claire, de votre confiance, de la confiance que vous me témoignez. Merci à vous. Toujours et merci de tout cœur. Merci. Et bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne nuit et bon dimanche. Bon sport demain. Au revoir. Et puis, on se quitte pour se retrouver demain à 23h dans la Libre Antenne. Je vous souhaite une très belle nuit et faites de beaux rêves. Et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas. C'est sorti du cadre. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.